Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de débriefing. Au sommet de cette émission, la 34e CAN en Côte d'Ivoire, qui se déroule avec 24 sélections, 52 matchs, un champion au terme de 7 matchs. Pour cette émission de débriefing, je suis accompagné, comme vous le savez, de notre consultant maison, M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de l'invitation. Je suis ravi de t'accompagner dans cette aventure éléphantesque parce qu'elle se joue au niveau de ce pays qu'est la Côte d'Ivoire et dont l'emblème national est l'éléphant. Nous allons commenter, analyser les 52 matchs durant ces émissions de débriefing et nous espérons que vous seriez des nôtres. Les favoris sont bousculés, les outsiders répondent présents avec un jeu équilibré sur le plan tactique, technique et physique. Est-ce que la Coupe d'Afrique 2023 va révéler un outsider? Avant de répondre à cette question, vous me permettrez de faire un coup de gueule. Si vous le permettez, bien sûr. Aujourd'hui, la CAN n'est plus ce qui est attendu. Aujourd'hui, la CAN est une organisation de lobbying. Ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire est quelque chose d'extraordinaire, dans la mesure où les citoyens d'Afrique vont pour manifester leur joie sur le stade, à savoir acheter les tickets et intégrer les stades et supporter leurs équipes. Aujourd'hui, on supporte les équipes dans la rue. Les stades sont vides, les supporters sont dans la rue. Comment est-ce que cela est possible si le COCAN a pris la pleine mesure de ce que 24 pays arrivent sur leur territoire avec un parterre de supporters pour encourager, n'est-ce pas, les différentes nations? Aujourd'hui, il y a un communiqué que la NCI a essayé de donner pour dire que c'est la CAF qui a demandé à ce que, ça c'est pour le volet numérique, qui a demandé à ce que le football, la Coupe d'Afrique des Nations, ne doit aucunement être diffusée sur les réseaux sociaux. C'est à se demander s'ils vivent dans notre monde ou alors ils ont constitué un petit clan de voyous pour mieux vendre la Côte d'Ivoire, non pas simplement la Côte d'Ivoire, mais l'entièreté de l'Afrique au détriment des Africains. On se retrouve ici en plein 1884 où le partage de l'Afrique est encore d'actualité, où on considérait l'Africain comme dans un zoo. Aujourd'hui, nous, les joueurs sont dans un stade, c'est les Occidentaux, et je ne sais pas moi qui regarde les matchs, mais nous, on n'a pas la possibilité de regarder les matchs. C'est quand même loufoque et que la CAF participe à ça, c'est quelque peu contradictoire avec les objectifs qu'elle s'est visée à sa constitution. Maintenant, parlons de ce pays organisateur, la Côte d'Ivoire. C'est un pays ami, c'est un pays frère et nous sympathisons régulièrement avec les citoyens de ce pays-là. On aimerait que cette CAN se déroule dans de meilleures conditions et que le gouvernement ivoirien, comme il l'a promis, prennent à bras le corps cette question des tickets d'entrée ou d'accès aux arènes, au stade, pour que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule dans de meilleures conditions. Et ça, c'est maintenant pour la suite des différentes organisations. Vous ne pouvez pas être sur le continent africain et ne pas permettre à ceux qui ne peuvent pas s'acheter. Ils n'ont même pas pris en compte le citoyen lambda africain, ne peuvent pas s'acheter un bouquet Canal, un bouquet, si votre chaîne nationale n'a pas les moyens de s'offrir un match, vous ne pouvez pas avoir accès. Vous ne pouvez pas avoir accès et donc, ma foi, même les chaînes nationales se retrouvent aujourd'hui exclusivement dans les bouquets Canal parce que les antennes de jadis, là, on ne les retrouve plus. Et donc, pour avoir même la chaîne nationale, il faut avoir accès au bouquet Canal. Et donc, on se retrouve dans quelque chose un peu bizarre, mais un peu au détriment d'apporter la question africaine au cœur des négociations sur la scène footballistique.
Maintenant, pour répondre à votre question, s'il ne l'a pas oublié. Les favoris sont bousculés, les outsiders répondent présents avec un jeu tactique et technique bien et physique également. Est-ce que la Coupe d'Afrique 2023 va révéler un outsider? Oh, la Namibie a bousculé la Tunisie. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je pense, mardi, hier. Et donc, 1-0, considéré comme un outsider parce que la Tunisie est habituée à cette compétition-là. Et donc, on ne peut, en termes de football, j'ai pas envie de dire africain, parce que c'est encore catalogué que le football africain a une particularité. Non, c'est de le football, parce que quand ils jouent en Occident, on parle de football. Ce n'est pas parce qu'ils viennent jouer la Coupe d'Afrique des Nations qu'on va encore dire que le football africain. Non, non, c'est du football. Le football évolue et les équipes ont la possibilité et le devoir de travailler pour s'arrimer à la norme footballistique du moment. Et donc, ceux qui ont dormi sur leur laurier se voient aujourd'hui bousculés par ceux qui ont travaillé avec des politiques claires, des ambitions claires, pour enlever l'opprobre de pays qui ne peut rêver aucunement de participer à une Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on a élargi à 24, il y a des participations. On croyait que le fait d'avoir élargi à 24 réduirait la compétitivité de la compétition, mais on se rend à l'évidence que c'est même les cadors, ceux qui sont habitués à cette compétition-là, qui sont bousculés par les nouveaux, parce qu'ils viennent avec un nouveau impetus, une nouvelle envie, un nouveau engagement, pour ne pas avoir la honte de leur vie. Et se dire, par exemple, que quand on va retourner dans notre pays, il faut qu'on soit accueillis comme des Salomons. Et donc, la Namibie a montré, la Guinée, elle est habituée, on va parler de la Guinée, et puis je pense le Cap-Vert qui a fait bonne impression. Et donc, vous voyez ici que le football sur le continent africain se porte à merveille et se développe avec l'ensemble des infrastructures qui sont construites par les différents États, montre que le football africain aujourd'hui a une certaine attractivité qu'il ne faut aucunement empêcher les Africains de regarder. On découvre des équipes bien organisées. Lors de la dernière émission de Débriefing, nous avons parlé avec Patrick Sangwa de la qualité du football africain. Est-ce que la CAN 2023, à ce stade, laisse penser que le football africain a pris une autre dimension sur le plan tactique? Oui, la question est un peu taquine, mais je dirais qu'ils sont allés à l'école, nos tacticiens sur le continent africain, ils sont allés à l'école, j'ai envie de dire, du blanc, et donc, logiquement, ils sont au fait de la construction tactique et technique d'une équipe de football et tous les ingrédients qu'il faut pour que l'équipe se trouve dans un bon esprit, un état d'esprit de vainqueur. Et cela permet de dire que oui, ils sont aguerris, ils sont bien formés. Et c'est pourquoi aussi le football africain évolue, parce que même les formateurs des petits clubs, qu'on ne voit pas forcément, ils reçoivent une certaine formation venant de la CAF pour accompagner les footballeurs africains sur le continent, qui exercent sur le continent africain. Et donc, tactiquement, ils sont préparés, techniquement, ils sont préparés, ils ont le moral pour, ils ont décidé que c'est leur métier et ils le font à merveille, de mon point de vue. Il n'y a plus de petites nations de football. Le monde Cameroun doit se réveiller. Le match du Cameroun contre la Guinée a mis tous les supporters camerounais dans un état de réflexion avancé. Où est passé le fond du jeu? Comment comprendre les choix du sélectionneur? Monsieur Toga, comment avez-vous trouvé cette équipe des Lions indomptables face à la Guinée? Laborieuse, c'est peu dire. Je me rapproche déjà de ce que je vais exprimer. Et si je veux être un peu plus sévère, je dirais que c'était pas des joueurs. C'était pas des joueurs, c'était des touristes. C'est des touristes des touristes non conscients, inconscients, que le coach Rico Besson a peut-être fait appel. C'est des touristes qui ne se connaissent pas. Ils se sont retrouvés là à Yaoundé.
Le coach les a réunis pour leur dire, le guide touristique, parce qu'on ne va pas l'appeler manager sélectionneur, c'est le guide touristique qui a décidé de les réunir là, que on va aller visiter la Côte d'Ivoire. Vous devez prendre 3 sacs, une goude, un sac à dos, et puis on prend l'avion à 16 h, on se retrouve à Yamoussoukro. Et je pense, on va faire 3 semaines là-bas et tout va. Non, c'est des touristes, c'est des touristes. Ils sont là-bas avec la zen attitude de jamais vu, comme si ils n'avaient aucun objectif à atteindre. Ils ont commencé un match avec, non pas la crainte, mais une assurance sans assurance. Ils sont assurés de leur capacité, mais ils n'ont aucune assurance sur la maîtrise du match. Et donc, ce qu'ils nous ont montré ne peut que laisser le Camerounais qui a à cœur cette équipe qu'il a vu évoluer au fil du temps, se mourir comme il le démontre sur le terrain. On n'a que les yeux pour pleurer quand on voit ce genre de choses. On n'a que les yeux pour pleurer. Et comment est-ce qu'ils veulent que l'on continue à les galvaniser, à les supporter, à aller dans les gradins pour crier « Oh, Cameroun, Cameroun, oh yeah ». Non, ce n'est pas possible. Quand on voit ce genre de jeu, et donc vous me demandez mon impression, c'est des touristes. Le football qu'ils nous ont produit est très laborieux. Je ne sais même pas s'ils ont fait, même l'équipe des brasseries du Cameroun pouvait nous aider à gagner ce match. Mais là, techniquement faible, tactiquement faible, positionnement sur le terrain, on ne voyait rien. Et donc, ils étaient en balade. Bon, une nouvelle rubrique dans cette émission, l'analyse du supporter. Écoutons. Dessus par rapport au classement déjà des 1 pour commencer, il est inadmissible qu'il y a des joueurs des couloirs et puis tu prends en avance, tu mets sur le côté. Tu prends un Toko Ekambi, quand on voit depuis un certain moment, il ne faut rien complètement. Et même en aveugle qui suit le journaliste crier, je ne pense pas que Toko Ekambi a touché le ballon au moins 5 fois. Je ne pense pas. Et puis tu te permets de prendre un avançant, tu mets sur le flanc. Qu'est-ce qui va te rapporter? Le football moderne maintenant, ça se joue sur les flancs, on est d'accord. Aucun centre à part, comment on l'appelle, celui qui a fait le centre pour le but du 1-1, il n'y a que lui. Et on a tous vu que au début du match, à la fin du match, aucun centre n'est venu vers l'arrière. Donc il est inadmissible. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux laisser quelqu'un comme Gamalé sur le banc de touche. Toko Ekambi qui n'a pas hésité dès la première à la dernière minute, ils finissent le match. Ça c'est inadmissible. Incompréhension totale. Franchement, on joue contre une équipe, la Guinée, 10 contre 11 pendant presque 70 minutes. On n'arrive pas à mettre 2 goals dans le match. C'est pas possible ça. À un moment il faut arrêter. À un moment il faut se regarder dans les yeux. L'équipe nationale, c'est pas pour une seule personne. Le coach, il faut quoi? Lui-même, il ne voit pas. Même ses assistants, ils sont là. Pourquoi? Ils ne voient pas ce qu'il faut faire ou quoi. Donc voilà, pour moi, on ne peut même pas aller loin même avec ce classement-là. Premier tour, je pense qu'on va dire merci. On est venu participer et puis on va rentrer. Et tactiquement, comment avez-vous trouvé l'équipe? Tactiquement, moi je trouve que déjà on a eu un problème au niveau de l'entrejeu, au milieu des terrains. On a vu un Kemen qui est inexistant, un Olivier Ndap inexistant, Zamwangissa est, je ne peux pas dire inexistant parce qu'il a à peu près fait ce qu'il pouvait, mais dans l'ensemble, Kemen, je pense le dernier match, il avait dit comme quoi il était blessé. Samedi on le voyait contre truc en Turquie, il était titulaire. Celui qui a joué le match, le dernier match, il est sur le banc de touche qui joue à Valladolid, comme on l'appelle, le milieu de terrain là, qui joue à Valladolid. Il a un bon niveau de jeu, un bon tempo dans le jeu et tout, et tu prends un mec comme ça, tu le mets sur le banc. Comment est-ce qu'on va avancer? Lui au moins il apporte l'autonomie en tant que milieu de terrain et offensivement que défensivement. Ce sont des joueurs comme ça. Le niveau technique de l'équipe. Niveau technique, franchement, on a encore beaucoup à faire. Franchement, on a encore beaucoup à faire. Mais, comme on dit, on ne sait jamais. Peut-être le deuxième match, il va prendre conscience et dire bah, écoutez, j'ai fait une erreur le premier match et je vais améliorer le deuxième match et puis ça va bien le faire. On ne sait jamais. Mais le Sénégal, c'est fort.
Au Sénégal, c'est pas on va venir dire on va faire des essais ou non. Au Sénégal, si on fait une erreur, c'est direct. C'est direct et puis après... Est-ce que l'équipe est physiquement prête? Côté de la défense, oui. Je trouverais que moi, côté de la défense, l'équipe est en place. Côté de la défense, mais vers l'entrejeu, c'est là où on a un problème. À partir de l'entrejeu, c'est là où se trouve tout le problème. Parce que si le milieu de terrain se prolonge, ne se propulse pas vers l'avant, là, il y a tout le problème. Donc, physiquement, côté défensif, pour moi, ça va. Là, du côté là, il ne faut rien toucher. Mais c'est à partir du milieu de terrain, offensivement, là, qu'il faut voir quelque chose, franchement. Et quelle est l'équipe type que vous proposez à Rigobertson pour le prochain match? Moi, l'équipe type que je proposerai à Rigobertson, si, en tant que coach, Onana au goal, l'axe Mukundi, Christopher Holmes, c'était pas mauvais. Le latéral gauche n'était pas mauvais. Le latéral droit, Castellito, je dirais ça va encore. Maintenant, disons au milieu des terrains, je prends Zamboanguissa. Et le gars, j'oublie son nom, qui joue à Valladolid là. Je prends Olivier Thiam, qui est Menilato. Et sur le flanc droit, je mets Ngamale, je mets Koudou de l'autre côté et je mets celui qui a marqué le but égalisateur 1-1. Pour moi, tu mets cette équipe là, on va à la bataille, on rentre avec quelque chose contre le Sénégal. Rien à dire, rien à faire. Obligé, on va rentrer avec quelque chose. Maintenant, après, c'est son qui fait le classement. On ne sait pas si c'est lui ou c'est une autre personne, mais bon. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses bien faites. Il y a des choses bien faites et il y a d'autres choses qui sont à revoir au niveau des automatismes entre les joueurs. Oui. Donc pour moi, le match pour la rentrée en compétition, c'était pas mal parce que moi je n'aurais pas espéré, si on avait eu une victoire avec un carton rouge en face, pour moi ça aurait été trop facile. Pour moi ça aurait été trop facile. C'est mieux qu'on ait eu ce nul, comme ça qu'on sache que là ce n'est plus la blague, ce n'est plus le moment de tester les joueurs. Maintenant c'est le moment d'aller à la compétition pour gagner quelque chose. Au niveau tactique, comment trouvez-vous l'équipe? Au niveau tactique, je trouve que défensivement, au niveau de la sortie de balle, on est plutôt bien. Et au milieu, on a un problème au milieu parce que pour moi, on a trois milieux de terrain à vocation offensive. On n'a pas ce monsieur-là qui va se dire, écoute, je vais balayer tout derrière mes coéquipiers. Donc je pense que c'est à ce niveau qu'on a fauté un peu. Mais sinon, niveau offensivement, on a encore des petites erreurs au niveau... Bon, je ne dis pas que c'est une erreur. Pour moi, c'est vrai que c'est le choix du coach. Pour moi, un attaquant qui se retrouve sur le côté, c'est clair que ça va avoir juste un côté qui anime et l'autre côté, c'est juste, ça va pas aller quoi. Donc pour moi, le côté Koudou, ça allait très bien. Bon, le côté de notre attaquant qui a marqué le but, c'est un attaquant 2 points qui se retrouve sur le côté et un flanc qui se retrouve attaquant de pointe comme Toko Ekambi. Pour moi, c'est peut-être là qu'on a fauté. Et au niveau technique? Au niveau technique, on a pour moi toute l'équipe en place. Techniquement, toute l'équipe est en place. Maintenant, c'est comme je dis toujours, c'est chaque coach à l'entraînement qui a son animation de jeu, qui propose des phases de jeu. Et par rapport à ça, dans le terrain, ça se ressent lors du match. Maintenant, si les automatismes entre les joueurs, ça ne fonctionne pas encore, ça va être difficile. Sinon, techniquement, pour moi, tout le monde est prêt. Au niveau physique? Niveau physique, je crois que pour moi, pour l'équipe titulaire de ce match, physiquement tout le monde est prêt. Physiquement tout le monde est prêt. Maintenant, c'est au niveau des matchs, des enchaînements de matchs dans les clubs aussi que peut-être dans les choix de ce qui devait être titulaire, on a un peu fauté. Mais sinon, moi je pense que tout le monde est physiquement prêt. Et votre équipe type
pour le prochain match face au Sénégal? Ah, mon équipe type, c'est avec Christopher Rowe. Avec, pour moi, latéral droit, comment il s'appelle encore, latéral droit du match. Bon, Castelletto, les deux à l'axe. Et on a un latéral droit de métier, je crois que j'ai oublié son nom. Tolo Tchami, je sais plus trop. Tolo ou Tchami, moi ça me va, l'un ou l'autre, mais pour moi, on doit utiliser chacun son poste. Pour moi, Castelletto, sur le côté, c'était un peu, au niveau des centres, c'était pas trop ça, parce que c'est pas trop son travail. Et à gauche, on garde le latéral qui était là. Milieu de terrain, moi je vois Neyo en 6 devant la défense. Et devant lui, Zamboanguissa et Kemen. Pour moi. Donc en attaque, on va avoir le buteur en attaque de pointe. Et à gauche, pour moi, Nkoudou. S'il veut insister, il peut mettre Toko Ekambi à droite, il n'y a pas de souci pour moi. Pour moi, ça c'est mon équipe type. D'accord. Ouais. Et face au Sénégal? Face au Sénégal, je crois qu'en 4-3-3, on aura trop de problèmes. En 4-3-3, on aura trop de problèmes parce que ça laisse beaucoup d'espace. Et pour moi, selon le match que j'ai regardé, on n'a pas les automatismes. Chacun ne travaille pas pour l'autre. Donc, quand il y a un palier de passé, il y a trop d'espace entre nous. Donc, pour moi, ce classement-là, ça ne va pas aller. On ferait mieux de jouer en 3-5-2 pour essayer de mettre une densité au milieu de terrain pour ne pas laisser l'espace aux Sénégalais de faire leur jeu. Sinon, ça va être trop dur. Les réseaux sociaux se sont donnés à cœur joie. Je cite le summum de la cranquitude. Je suis un soutien de Samuel Eto'o, mais vraiment là, il exagère. Le fait de soutenir Mordicus, son ami, ainsi que ses choix bidons, sachant qu'il n'a pas le niveau. Non, trop, non. Trop, c'est trop. L'équipe nationale n'est pas leur propriété, bon sang. Coaching archi nul. Il met Magri sur le côté au lieu de l'axe. Il a des latéraux de métier, mais il préfère y faire jouer un défenseur central. Même pas honte. Cabral Carreca premier. Est-ce que les Lions indomptables sont imbattables finalement? Personne n'est imbattable, mais il y a la manière avec laquelle on doit vous battre. Si, comme je disais, si nous avaient dit qu'ils étaient des touristes, vous n'auriez pas eu ce genre de critiques. On saurait qu'ils sont des critiques, ils sont des touristes et on ne doit rien attendre d'eux. Mais ils nous ont dit qu'ils sont des lions indomptables, qu'ils vont là-bas représenter le Cameroun. Et ils font une telle prestation. C'est normal qu'on les appelle des cancres. C'est normal qu'on considère qu'ils sont des touristes qui produisent même la visite touristique, qui n'arrivent pas à lire une carte. La carte touristique qui n'arrive pas à décoder où est-ce que se situent les bâtiments historiques. Par exemple, on demande à un Olivier Ncham à quel poste il jouait. En touriste qu'il est, il allait visiter quelle position sur le terrain. Il n'a aucune réponse. Vous ne pouvez pas, même si vous jouez en 6 avec 2-6, vous retrouvez au même endroit, au même moment, devant le même ballon et faire la même erreur. C'est pas possible. C'est pas possible. Et personne d'eux, Olivier Kemen, Olivier Ncham, les deux Olivier, n'ont eu l'intelligence de dire que leur coéquipier est au sol et de se dégager, tout simplement. Mais eux, ils ont voulu nous montrer un football, je ne sais pas moi, lunaire, pour... Je comprends, c'est des vrais touristes. C'est des vrais touristes. Et donc, on peut comprendre la critique qui est faite, avec plein d'émotions, c'est vrai, mais aujourd'hui, même si l'émotion est dissipée, on essaye de garder la froideur du raisonnement, on se rend compte que cette étiquette de touriste ne peut pas les quitter. S'ils ne retrouvent pas, n'est-ce pas, cet engagement volontaire, la volonté dans l'engagement qui est attendu d'un lion indomptable, ils n'ont été féroces sur aucune action.
Pourquoi on les appelle même des lions? Je ne sais même pas. Ça, ce n'est pas des lions ni des lionceaux. Même le lionceau fait peur à sa proie. Mais eux, ils ont fait peur à qui, comment, quand? Mais l'histoire se répète. Fink, match nul face à la Guinée. Claude Leroy, match nul face à la Guinée. Son, match nul face à la Guinée. On allait d'une époque là où on avait des Pascal Findouno, aussi en Guinée. On avait des calibres, les Ousmane Bangoura, les Sambegou Bangoura, la famille Bangoura, qui constituaient, n'est-ce pas, l'équipe de Guinée. Ils avaient des joueurs, je me souviens de celui qui avait des 13 qui étaient sur le côté, virevoltants comme tout. Mais on avait des Rigobertson, des joueurs bien placés, des Nicolas Nkoulou, des Tchedjou, qui donnaient, n'est-ce pas, cette combativité du lion, qu'on retrouve dans le lion, qui a sorti ses griffes pour attraper sa proie. Mais ici, on a qui? Même des chatons. On n'a pas... je ne comprends rien, je ne comprends rien. Et donc, vous avez même le défilé de mode est mieux. Le défilé de mode a quand même un certain sérieux qu'on retrouve. Parce que là, nos joueurs, ils ont présenté quoi? Je parle précisément des joueurs d'abord, parce que le coach, il nous a sorti quelque chose aussi de lunaire. Lui, les joueurs, ils ont fait leur part, manque d'engagement, désinvolture, villégiature, ils étaient dans un autre monde. Je crois qu'ils ont retrouvé un monde de fées comme ça, féerique. Ils ont retrouvé, ils ont dit peut-être comme la Côte d'Ivoire très développée, waouh, j'aimerais aussi voir mon pays comme ça les a bouleversés. Mais le coach, tactiquement, il a foiré, il faut le dire. Peut-être qu'il a préparé cela à l'entraînement, mais est-ce qu'il a pris en compte la donnée d'adaptabilité de ses joueurs en situation de fait? Vous ne pouvez pas avoir les joueurs, quand vous regardez Franck Magri jouer, vous ne pouvez pas le mettre sur le côté. Ce n'est pas possible. C'est pas du tout possible. Il répique tout le temps à l'axe. Il répique tout le temps. Il ne fait même pas les ouvertures d'appel de balle sur la ligne la ligne de touche. Lui, il répique tout simplement pour aller croiser, soit croiser en coup de tête, soit pour recevoir les centres. Il répique tout le temps. Peut-être qu'ils ont travaillé ça à l'entraînement. C'était l'exercice qu'on lui a fait faire à l'entraînement. Peut-être. Peut-être c'était pour embrouiller. Et Toko Ekambi n'a pas compris que quand lui, il doit... Donc, je ne sais pas ce qu'il a foutu. Castretto, toujours sur le côté, je ne sais pas ce qu'il veut démontrer. Je ne sais vraiment pas ce qu'il veut démontrer. Moi, son premier soutien ici sur la chaîne Belgocam 21, il me met en doute. Il me met dans une posture qu'il ne devrait pas me mettre. Celle qui a supporté quelqu'un, mais qui ne fait pas un retour d'ascenseur en termes de créativité et d'innovation dans l'usage de ces joueurs. Vous ne pouvez pas avoir des joueurs comme des Ambanguissa. Et je rejoins un peu la critique que vous avez lue. Je la rejoins et je la partage. Dans la mesure où, moi, je vais un peu rajouter au niveau de ces concepts qu'on développe déjà au sein de l'équipe nationale qui sont quelque peu problématiques. La question des cadors, des anciens dans le vestiaire et consorts, cette hiérarchisation d'arrivée nouveau dans le vestiaire est quelque peu problématique. Si aujourd'hui on prenait les joueurs de Asso de Douala, de Canon de Yaoundé, de Louvre Minprof, de Coton Sport, on les réunit, par exemple pour le Chan, on va retrouver la combativité du lion. Parce qu'ils ont envie, ils ont cette rage de gagner. Nous aujourd'hui on a des communicants. Ils foirent sur le terrain, après ils viennent nous sortir des proverbes à la télé pour dire que non, si Dieu veut, on va gagner le match prochain. Dieu veut, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, on ne comprend plus rien. Donc on doit attendre la volonté de Dieu pour voir ton expérience en termes de coaching sur le terrain. Mais non, ça ne se comprend pas. Et vous avez Zamboanguissa qui, en termes de capitana, devrait impulser un certain comportement sur le terrain qu'on ne voit pas, qu'on ne voit du tout pas. Dans tout le match, on l'a juste vu une seule fois quand je ne sais pas s'il a fait une complicité avec le caméraman, il a fait son bras pour dire les gars, allons un peu au taquet. Mais ces gars, on savait que l'équipe camerounaise était une équipe physique. Mais la Guinée nous a mangé. La Guinée a mangé du lion. Est-ce qu'il faut manger le lion aussi facilement?
de façon... Ils se sont je ne comprends pas. Si eux-mêmes, ils ont dormi cette nuit-là, quand ils vont regarder l'après-match, est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont tué tout un esprit, tout l'esprit qu'il y a autour des Lions indomptables? Ils ont tué. Ce n'était pas simplement la jeunesse et le dynamisme de l'équipe de la Guinée qui travaille depuis quelques années ensemble et qui a une cohésion, une condition physique irréprochable et une technique. Et on a vu très bien que chaque joueur guinéen savait très bien ce qu'il faisait et ce qu'il devait faire à sa place. Est-ce que ce n'est pas simplement le niveau élevé de cette équipe de Guinée qui a surpris et bouleversé les Lions indomptables du Cameroun? On peut avoir cette lecture-là, mais sauf que, au regard, par exemple, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux du discours, comment est-ce que le coach de Guinée a galvanisé ses troupes pour affronter les Lions indomptables, c'est son dispositif tactique qu'il a mis en place avec une lecture prospective de comment est-ce que les Lions joueraient et comment est-ce qu'il a positionné ses pions essentiels pour annihiler les velléités offensives des Lions indomptables. Et cela demande quoi à ce moment-là? Si notre coach n'a pas cette lisibilité technico-tactique de l'équipe adverse, bien qu'ils aient un analyste vidéo, des coachs assistants et consorts, cela demande un sursaut d'orgueil des acteurs sur le terrain pour comprendre et adapter la tactique du coach à la réalité du terrain pour créer quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on retrouvait par exemple avec les joueurs comme Samuel Eto'o dans le passé avec les coachs comme Volker Finke, et c'est Kamimim qui le rappelait, votre confrère, qui le rappelait à juste titre d'ailleurs, que Otto Pfister, en 2008, a laissé les barons du vestiaire manager l'équipe pour, n'est-ce pas, transmettre cette combativité qu'on est en train de perdre aujourd'hui là. Mais cette lecture du jeu, même déjà du lion indomptable sur le terrain, on ne l'a plus. On ne l'a plus. Un Zambangissa qui est perdu, un Olivier Kemen qui est perdu, un Olivier Ncham qui est perdu. Quand tout ton milieu de terrain est perdu sur un terrain de football, tu veux gagner quelle rencontre? Tu ne vas rien gagner du tout. Et donc, cette inventivité-là est en train de nous échapper. Et donc, ce n'est pas que la technicité ou alors la jeunesse de l'équipe de la Guinée qui nous a fait si mal. C'est juste que nous aussi, on a des jeunes, mais qui s'en foutent un peu de comment est-ce qu'ils doivent servir la nation ou pas. Mais force est de constater que quand on vous appelle, il y a ce devoir patriotique-là, comme nos militaires, d'aller au front, de gagner les batailles et de ramener des victoires dans la discipline. Et cela démontre que le coach de la Guinée est écouté, est suivi, a construit un discours qui est porté par les joueurs sur le terrain. Du côté du Cameroun, c'est un coach styliste, c'est un coach modéliste, c'est un coach effigiste qui montre juste que l'équipe nationale, c'est un ensemble de top modèles. Mais il a un staff technique qui peut permettre en ce qu'il travaille au mieux. Nous avons Kala, nous avons Lavigne, Goberson, autour il y a Boma, Patrick Boma, il y a l'entraîneur des gardiens Seydou. Pourquoi il n'arrive pas à trouver un consensus et mettre une équipe dynamique, capable de réaliser, de rivaliser avec les autres équipes à la CAN? De dire que le coach en lui-même manque d'autorité. Il n'a pas la prise de décision ou des arguments nécessaires pour imposer démocratiquement, même comme on n'impose pas démocratiquement un choix sur un joueur que lui, il sent. Parce que c'est aussi quelque chose, ce n'est pas que scientifique le football. Tu sens que pour ce match, bien qu'il y ait eu toutes ces analyses-là, mais pour ce match, tu as comme la vision de Ngombi Kelly qui nous a eu en Coupe du Monde, que ce petit-là, il peut nous faire quelque chose ici, et tu l'injectes. Mais où est l'autorité de le faire? Je ne sais pas s'il l'a perdu, parce que vous ne pouvez pas remplacer des avant-centres. Vous voulez gagner, mais vous mettez les défenseurs
produit quel style de jeu? Produit quel style de jeu? Défensif? Quand vous êtes en supériorité numérique? Vous voulez garder certainement le nul. Mais nous allons passer au prochain match. On sait où on va, mais on ne sait pas où on s'arrêtera. Le Cameroun jouera contre le Sénégal. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut venir à bout du Sénégal? Je sais ce que je vais dire, mais je ne sais pas ce que je dois dire. Pour reprendre un peu la formule de notre cher philosophe, styliste, coach. Et donc, non, c'est un match décisif, très décisif même, parce que c'est un match qualificatif pour les deux équipes d'ailleurs. Parce que la Guinée-Sénégal, ça sera un match de haute facture et dont l'ascendant psychologique est certes du côté du Sénégal, mais sauf que la Guinée va récupérer son capitaine qui a eu le rouge face au Cameroun. Et donc, ce sera un match très engagé dans la mesure où, s'ils gagnent la Gambie, ils peuvent se qualifier aussi avec 7 points. De même que si nous, on gagne, les calculs mathématiques, c'est forcément camerounais. Si nous, on gagne le Sénégal samedi, on peut aussi se qualifier avec 7 points si on finit par battre la Gambie. Et donc, c'est un match qualificatif qui va se jouer samedi. Est-ce que le coach est conscient de ce que son avenir se joue samedi? S'il est conscient, il va travailler pour remporter la victoire et éliminer de la compétition, logiquement, le Sénégal. Parce que si le Sénégal perd contre nous, ils sont en danger. Ils sont véritablement en danger parce qu'ils ont certes gagné la Gambie 3-0, mais si la Guinée gagne le Sénégal et gagne la Gambie, elle est qualifiée. Sinon, on gagne le Sénégal et après on gagne la Gambie, on est qualifié, le Sénégal est éliminé. Et donc, le Sénégal a juste besoin d'un nul face à nous pour être conforté sur sa position de leader et de passer au second tour. Et donc, mais s'ils perdent, ils se mettent en mauvaise posture, bien qu'ils aient gagné 3-0. Et c'est pourquoi il dit samedi, c'est un match capital pour les deux équipes. C'est une finale, d'ailleurs. Et donc, le Cameroun doit retrouver cette combativité qu'on n'a pas vue à cette première rencontre-là, cette volonté d'inscrire le but victorieux qu'on n'a pas aussi vu à cette rencontre-là, ces changements de régime avec une intensité forte dans le jeu. On va retrouver les Lions qu'on a perdus pour cette première rencontre-là. Et donc, cette combativité-là doit être de 90 minutes et non pas de 5 minutes pour marquer le but égalisateur qu'ils ont fait face à la Guinée. Et c'était une erreur de positionnement d'ailleurs. Donc, vous voyez ici que s'ils sont conscients de ce que samedi, c'est la finale, ils travailleront pour se qualifier. Mais vu la négligence patente du Camerounais, on s'attend toujours à pleurer, à être éliminé et à rabattre les cartes et accuser Samuel Eto'o qui, pour lui, n'a rien à voir. Les gars sont sur le terrain, ils doivent jouer. Ils doivent défendre. Lui, son travail, c'est de les mettre dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on entend du fifi autour de la tanière, qu'il n'y a pas de si, comme on entendait par le passé? Non, il a fait son job. Est-ce que le coach est en train de faire son job? On est en train de voir sur le terrain qu'il fait mal son travail. Est-ce que les joueurs font bien le travail en respectant les consignes du coach, sans apporter quelques... Bon, c'est vrai qu'en Coupe du Monde aussi, André Onana a voulu parler, les Camerounais sont montés au créneau, et moi en premier pour dire qu'il y a lieu de respecter le coach. Mais cela n'empêche qu'ils apportent à l'entraînement des consignes, des conseils qu'eux, ils aimeraient jouer plutôt comme ça, pour créer cette connectivité qu'on n'a pas vue forcément à cette rencontre-là, et à cette rencontre face à la Guinée. Mais si on considère que le staff technique, le Dieu suprême, je crois qu'on va se retrouver avec des joueurs toujours sur le terrain qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas bonjour, mais qui sont considérés pour le staff technique comme les meilleurs. Or, c'est cette complicité sur le terrain qui construit une équipe. Mais nous, on n'a plus besoin d'une équipe, on a besoin d'une meute. Et si on a la meute ce samedi, on va
venir à bout du Sénégal. Mais si on a des touristes, comme on nous a envoyé au premier match face à la Guinée, je pense que ça, on est bon pour collecter nos bagages et de foutre le camp de la Côte d'Ivoire. D'ici que s'achève cette émission de débriefing, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Restez des nôtres parce que nous sommes à Abidjan. À bientôt.